État de santé, inégalité sociale de santé et déterminants sociaux. Aujourd'hui, nous allons travailler une question très importante pour notre société contemporaine, la question des inégalités sociales de santé. Pour ce faire, nous allons devoir travailler plusieurs notions théoriques. D'abord celle d'état de santé, deuxièmement celle d'inégalité, ensuite celle d'inégalité sociale. Nous verrons comment les inégalités sociales peuvent concerner le champ de la santé. Et enfin, la notion de... Nous allons donc commencer par apprendre à distinguer ce qui relève de la différence, ce qui relève de l'inégalité. Quand est-ce qu'une différence peut être dite naturelle, biologique, liée au hasard? Quand est-ce qu'une différence peut-elle être dite la conséquence d'une construction sociale? Et pareillement pour les inégalités, à partir de quand une différence est considérée comme une inégalité? Et à partir de quand une inégalité peut être jugée comme étant la conséquence du fonctionnement d'une société? Autrement dit, toute différence n'est pas une inégalité et toute inégalité n'est pas liée au fait de vivre en société ou au fonctionnement choisi pour telle ou telle société. Bien. Pour pouvoir se poser la question à partir de quand une différence devient-elle une inégalité sociale, il a d'abord fallu pouvoir se rendre compte, preuve à l'appui, que certaines différences étaient liées à des inégalités sociales. Ces preuves ont été amenées au XIXe siècle, siècle au cours duquel s'est développées les politiques de santé publique dites d'hygiénisme. Premier siècle donc, au cours duquel le gouvernement français s'intéresse à mesurer, évaluer l'état de santé des Français et à établir des politiques publiques visant son amélioration, son maintien, et cela dans une perspective essentiellement de permettre à l'industrie française en train de se développer d'avoir une main-d'œuvre fiable et en bonne santé, productive autrement dit. Mais plus globalement, il y avait aussi énormément d'associations philanthropes qui essayaient de mieux comprendre comment les maladies et les épidémies se propageaient et ensuite comment remédier à tout cela. Dans ce cadre-là, le docteur Villermé, V-I-2-L-E-R-M-E, est un précurseur. C'est en 1832, à Paris, qu'il a produit la première étude de la différence de mortalité en raison du choléra selon différents quartiers de Paris. Il a alors établi un fait qui en a surpris plus d'un à l'époque, c'est que le choléra ne touchait pas de manière égale l'ensemble des quartiers de Paris, mais que certaines populations étaient beaucoup plus affectées que d'autres par la mort, et notamment les quartiers les plus pauvres. Il a ensuite approfondi son étude une fois qu'il a établi l'ensemble de ces statistiques et pu montrer qu'il y avait un lien entre les puits, l'eau mise à disposition dans un quartier et donc la propagation du choléra. On a donc ainsi pu mettre en œuvre une première politique publique qui a visé donc à ramener une certaine forme d'égalité ou une relative égalité vis-à-vis de l'épidémie du choléra. C'est donc avec ce type d'études et ce type de projet politique qu'est l'hygiénisme que donc s'est posée la question de l'influence des facteurs sociaux en matière de santé et dans quelle mesure donc ils produisaient des inégalités sociales. Ce sont donc les premières politiques publiques
qui ont travaillé, qui ont œuvré à rendre plus juste la société en matière de santé en France. Cette vaste ambition a été quelque peu limitée, voire même suspendue, avec les découvertes de Pasteur, lorsqu'il a apporté la preuve d'une étiologie spécifique suivant les pathologies liées à l'existence de micro-organismes qui donc venaient perturber le fonctionnement du corps. Cette découverte d'une grande ampleur a profondément marqué les esprits et est restée grosso modo pendant très longtemps, pendant plusieurs dizaines d'années, la seule explication légitime aux états de santé délicats, maladifs, aux dysfonctionnements divers et variés. Autrement dit, la théorie pasteurienne a évincé pendant très longtemps le questionnement concernant l'influence des facteurs sociaux pour ce qui concerne la santé. Ce type de questionnement, ce type de réflexion politique a de nouveau émergé au XXe siècle, dans les années 70-80, et une des études les plus marquantes de l'époque fut celle de M. Guy Desplanques, Guy G-U-Y, Desplanques, D-E-S-P-L-A-N-Q-U-E-S, vous le trouverez dans la bibliographie du cours. C'est une étude sur la disparité en termes d'espérance de vie, qui donc a été publiée, en tout cas une grande part des résultats ont été publiés dans un article qui est intitulé « L'inégalité sociale devant la mort » dans la revue Économie statistique en 1984. Voilà, donc presque un siècle sans se poser cette question des inégalités sociales de santé, parce que la science avait focalisé sur la question des micro-organismes, virus, bactéries, et donc avait oublié, dans une certaine mesure, l'importance que pouvaient aussi avoir les facteurs sociaux. Nous allons donc nous intéresser à la question des facteurs sociaux, sachant que ce sujet est donc de nouveau d'actualité depuis la fin du XXe siècle et que se développe aujourd'hui tout un secteur important des politiques publiques qui est le secteur de la santé publique. Pour commencer, nous allons travailler sur la question des différences et des inégalités pour essayer de comprendre davantage ce qu'il se joue, en quoi cela peut être considéré comme un process biologique, naturel ou lié au hasard, ou en quoi il s'agit avant tout de dynamique sociétale. Ce qu'on peut mettre en avant, premièrement, c'est la réalité des différences. Il y a des différences entre chacun d'entre nous dans cette salle, entre chacun d'entre nous derrière les postes de travail et les ordinateurs, derrière les écrans. Il y a des différences biologiques. Il y a des différences qui sont naturelles, il y a des différences qui sont certainement liées au hasard, mais il y en a d'autres qui sont liées à la vie en société, à nos trajectoires dans la société, aux milieux sociaux que nous avons eu l'occasion de rencontrer, aux intériorisations d'habitudes que nous avons effectuées. Et cela notamment relativement aux questions de santé. Premier constat, la volonté de se différencier est constitutive à la fois des individus, à la fois des groupes sociaux. Qu'est-ce à dire ? Les individus, de par leur psychologie probablement essentiellement, ne souhaitent pas être la simple reproduction d'autrui, et personne n'est exactement conforme ni au modèle de ses parents, ni au modèle de son meilleur ami, ni au modèle de son idole. Chacun d'entre nous, nous nous constituons par différentes identifications, par différents endossements de rôles sociaux, et nous nous construisons donc à travers une spécificité, une individualité qui est la nôtre propre, et cette dynamique d'individualisation est particulièrement forte dans nos sociétés contemporaines occidentales, où l'individualisme est à la fois
on va dire, une promotion de l'individu pour sa valeur propre, et d'ailleurs on lui accorde des droits, les droits humains, mais aussi une promotion de certaines postures éventuellement politiques, économiques, mais il ne s'agit pas de confondre le fait de souhaiter la liberté de l'individu, son déploiement, et le fait d'être pour, on va dire, des positions politiques dans lesquelles la liberté des individus n'est pas régulée, ou peu régulée. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, que nos sociétés démocratiques soient très ultralibérales ou pas, quoi qu'il en soit, systématiquement, elles permettent à l'individu de se développer, de s'épanouir, dans une certaine mesure bien sûr, et cela notamment parce qu'elles fondent un ensemble de conditions propices autour de lui, notamment appuyées par des droits le concernant. Autrement dit, depuis le XIXe siècle, les individus en France ont des droits face à l'État, face à leur famille. Ils ne sont plus simplement les membres d'un collectif, ils sont des individus. Ils existent et ils ont une valeur pour eux-mêmes. Pareillement, on peut constater que la volonté de se différencier concerne la quasi-totalité des groupes sociaux existants sur cette terre. En effet, tout groupe social qui ne souhaite plus se distinguer, qui ne se donne pas une valeur pour lui-même et qui ne pense pas sa perspective, son rapport au monde, sa façon d'agir, sa façon d'être et de vivre ensemble comme ayant une valeur spécifique, alors ce groupe social s'identifie à d'autres idéaux, d'autres modèles, et finit par se fondre et s'assimiler à un autre collectif. Autrement dit, à partir du moment où un groupe social perdure, c'est bien parce que, dans une certaine mesure, pas forcément de manière revendicative ou véhémente, mais au moins dans une certaine mesure, ce groupe social est relativement fier de ce qui le constitue dans sa spécificité, et c'est ce qui lui permet de la maintenir, voire même de la développer, ou de la nuancer, ou de l'aménager, etc. Donc la volonté de se différencier est constitutive des individus et des groupes sociaux. Ça participe à la fois de la dynamique intrapsychique des individus, à la fois de la dynamique entre groupes sociaux, entre milieux sociaux constitutifs d'une société. Dans le même temps, nos sociétés occidentales contemporaines ont développé un goût, un idéal pour la démocratie extrêmement important, lequel idéal démocratique a été étudié par Alexis Tocqueville dès le XIXe siècle, entre 1835 et 1840. Il a produit donc un ouvrage aujourd'hui très classique, intitulé De la démocratie en Amérique, avec donc le projet de mieux comprendre la France et le fonctionnement français par le prisme de l'Amérique, car selon Alexis Tocqueville, l'Amérique du Nord bien entendu, avait davantage développé la question de l'égalité, la question de la démocratie, était arrivée à des stades plus avancés que la France elle-même, qui pourtant avait été au fondement des droits de l'homme. Et donc pour lui, étudier les Amériques, c'était étudier donc ce type de gouvernance et ses impacts sociaux, essayer d'appréhender donc à la fois les avantages et les désavantages de ce type de fonctionnement social. Autrement dit, Tocqueville a énormément travaillé sur une nouvelle passion, une passion émergente pour l'égalité entre tous les citoyens. Ça peut sembler paradoxal que deux dynamiques s'entremêlent au cœur d'une même société, une dynamique pour l'égalité, qui veut que tous les citoyens soient traités de la même manière, et qu'en même temps, à la fois les citoyens en tant qu'individus et à la fois les citoyens en tant que collectif souhaitent, veuillent, revendiquent, affirment donc des différences et une volonté donc d'être traités différemment. Ce sont donc deux dynamiques qui constituent nos sociétés et qui peuvent sembler donc paradoxales.
Autre élément, toute société, quelle qu'elle soit, est systématiquement construite sur de la différence, non pas parce qu'elle est revendiquée par les individus ou les collectifs, mais simplement parce que toute société produit des systèmes de valeurs, produit des grands principes, des idéaux, produit des façons de penser le monde, des façons d'agir au monde, les valorise, en dévalorise d'autres, et à partir du moment où une échelle de valeurs est construite et partagée, il y a les individus qui correspondent davantage à cet idéal et qui sont considérés comme étant des bons citoyens, et des individus qui au contraire ne correspondent pas à cet idéal, qui n'appliquent pas dans leur comportement les valeurs attendues, et qui donc sont considérés comme des personnes soit déviantes, soit marginales, soit dangereuses. En tout cas, un jugement plutôt disqualifiant leur est attribué. Toute société fonctionne de cette manière parce qu'elle constitue systématiquement donc un système de valeurs. Autrement dit, même si une société démocratique peut tendre à une passion pour l'égalité et le même traitement pour tous, en même temps, elle crée aussi, toujours, de la différence et de la hiérarchie. Il existe quasiment aucun collectif fonctionnant sans hiérarchie. Des collectifs peuvent souhaiter ne pas être empreints de hiérarchie, souhaiter fonctionner de manière très horizontale, en n'ayant aucun leader, mais à l'observation ethnographique, on est obligé de constater que quel que soit le collectif de ce type, il existe toujours des fortes personnalités, des leaders informels, lesquels peuvent être exclus du groupe ou sanctionnés par le groupe lorsque celui-ci tient vraiment à poursuivre dans son système de valeurs qu'il n'y ait de ne pas établir de hiérarchie. Mais un leader informel exclu d'un groupe n'empêche pas un second leader, toujours dans le groupe, d'émerger. Voilà, donc les fonctionnements humains ont tendance, et les fonctionnements sociaux ont tendance à permettre le leadership, pas toujours à permettre sa pérennité, c'est complètement autre chose, mais de manière générale, donc, tout collectif et toute société fonctionne avec des leaderships, son fonctionnement même en créant. Voilà, donc ensuite, une fois qu'on a compris qu'au sein même d'un collectif, au sein même d'une société, un certain nombre de dynamiques qui constituent ces sociétés, ces collectifs, peuvent sembler paradoxales ou contradictoires, mais néanmoins cohabitent et s'influencent ou s'inter-influencent, un certain nombre de questions peuvent se poser. Des questions bien sûr sur l'impact d'un système de valeurs et d'un idéal qui systématiquement dévalorise les uns et valorise les autres. La question qui se pose donc, est-il possible qu'une société ne crée pas d'exclus? Et pour ce qui concerne la dynamique relative à l'égalitarisme, on peut se poser à rebours l'idée que si tout citoyen doit être strictement traité à égalité avec les autres, et si personne ne doit pouvoir se distinguer, alors qu'en est-il de l'esprit d'initiative? Qu'en est-il de l'esprit d'entreprise? Et surtout, qu'en est-il de la liberté de chacun? Peut-on être complètement à égalité sans perdre pour autant sa liberté? Troisième point important sur nos sociétés démocratiques, et uniquement sur les sociétés démocratiques, ces sociétés sont caractérisées par le fait qu'elles ne sont pas fondées sur un ordre transcendant, expliquant l'ordre social. Qu'est-ce qu'un ordre transcendant? Un ordre transcendant est un ordre qui est extérieur à la société. Par exemple, aujourd'hui sur Terre, mais aussi pendant des millions d'années, nombre de sociétés ont transmis de génération en génération le fait que la manière dont la société était constituée relevait d'une décision, d'un choix arbitraire de Dieu, des esprits, des ancêtres et toute autre sorte d'entité supérieure.
Il se trouve que dans nos sociétés, nous avons commencé à développer au XVIe, au XVIIe, une posture analytique qui visait la constitution de la science, ou des sciences, et qui visait, on va dire, une forme de laïcisation, qui mettait à l'écart Dieu comme étant l'explication de tout. Mais à partir du moment où une société ne s'explique pas par Dieu, par les ancêtres, par les esprits, et qu'elle trouve son fondement simplement dans les actes des êtres humains, dans les positions politiques, dans les dispositifs mis en œuvre, à partir de ce moment-là, alors, l'ordre social relève du fonctionnement des individus entre eux, des choix faits, or tout choix est discutable, et c'est précisément cette discussion toujours possible et cette polémique récurrente dans nos sociétés et dans nos politiques qui fait la fragilité de nos sociétés démocratiques. À la fois toute leur force au sens où elles sont capables de se remettre en cause, elles sont capables de beaucoup travailler sur elles-mêmes pour évoluer, pour s'aménager, pour tendre davantage vers leur idéal, et en même temps, ce sont des sociétés qui sont très fragiles au sens où leur ordre n'est pas définitivement établi. Il peut être tout le temps remis en question. Autrement dit, la réforme comme la révolution sont toujours possibles et légitimes. C'est pourquoi nos sociétés sont particulièrement susceptibles, sensibles à la question du vivre ensemble, à la question comment faire société. Et de nombreux travaux sociologiques ont essayé de travailler cette question. L'un d'entre eux, l'ouvrage de Robert Castel, intitulé Les métamorphoses de la question sociale, est particulièrement connu pour justement nous permettre de comprendre comment, à partir de l'an 1000 et jusqu'en l'an 2000, cette question de comment faire société, comment vivre ensemble, comment maintenir cette société qui se fragmente progressivement en une seule pièce, comment tout cela a été possible, quels ont été les différents agencements politiques, quelles ont été les différentes solutions, les différents problèmes qui se sont déroulés tout au long de l'histoire et qui ont donc été considérés par Robert Castel comme une série de métamorphoses de la question sociale, qui est la question donc de soit du désagencement des différentes membres du corps social, soit de son incapacité à inclure l'ensemble de ses membres. Bien, donc la question, on le voit, de l'exclusion de ceux qui ne sont pas exactement, on va dire, en adéquation avec le système de valeurs, avec le système hiérarchique, avec l'idéal porté par nos sociétés. Nos sociétés donc posent toujours la question de l'inclusion et de l'exclusion, de la possibilité de se maintenir en l'état ou pas, en tant que société. Se pose toujours la question de la justice. Est-il juste que certains soient exclus, que d'autres soient inclus, et dans quelle mesure? Et aussi, comment maintenir la société en une seule pièce, c'est-à-dire, selon Durkheim, pour maintenir la société en une seule unité, il faut de la justice sociale. C'est le sentiment nécessaire pour permettre aux uns et aux autres de continuer à se fédérer à un même projet commun. Ainsi, la démocratie et l'inclusion sont toujours à construire dans nos sociétés démocratiques, c'est le propre de la société démocratique. Autrement dit, nos sociétés visent l'égalité, mais sont aussi, et dans le même temps, inégalitaires. Bien,
Donc nous allons maintenant que les fondements et le contexte sont posés, pouvoir travailler sur les notions de différence, d'inégalité et d'inégalité sociale. Nous allons donc pouvoir voir toutes les questions suivantes. D'abord, toutes les différences sont-elles des inégalités? Et plus avant, sont-elles des inégalités sociales? À partir de quand ou de quoi une différence peut-elle être considérée comme une inégalité, voire même comme une injustice? À quelles conditions une différence peut-elle être qualifiée d'inégalité sociale? Et les différences basées sur le talent et l'effort peuvent-elles constituer des inégalités sociales ou pas? Et enfin, comment objective-t-on les inégalités sociales? Toutes les différences sont-elles des inégalités? Je vous propose de regarder le monde autour de vous. Vous allez pouvoir observer des tas de différences, les différences entre les objets, les différences entre les individus, et donc on va s'intéresser plus précisément à ceux qui constituent notre société, donc les citoyens. Prenez le premier citoyen le plus proche de vous, et j'imagine que vous pourrez aisément constater qu'il n'a probablement soit pas la même couleur de cheveux, soit la même pointure, soit la même taille, soit la même corpulence, etc. Et que donc de ce point de vue-là, il est différent. Bien. Des quantités de différences donc sont présentes dans la vie quotidienne, voire même participent de la vie quotidienne, et la plupart d'entre elles ne sont pas considérées comme des inégalités. Par exemple, le fait que votre meilleur ami n'ait pas la même pointure de chaussures que vous, peut-être d'ailleurs ne le savouez-vous même pas, c'est peut-être une différence qui vous est tout à fait indifférente, et si jamais vous en êtes informé, peut-être que ça ne vous paraît absolument pas une inégalité, et en tout cas, très rares sont les citoyens en France qui considèrent que ne pas être tous de la même pointure pose un problème particulier et constitue une inégalité sociale. Pour ma part, je n'en connais pas. Bien. Autrement dit, des tas de différences biologiques, comme la taille, la corpulence, la pointure, la couleur des cheveux, etc., ne sont pas systématiquement d'abord remarquées en tant que différences. Il y en a certaines qui ne sont tout simplement indifférentes et qui donc ne sont pas des différences du point de vue de la société. Mais en tant que scientifique, si on décide de mesurer, on verra des écarts et on pourra objectiver une différence. Autrement dit, toutes les différences ne sont pas perçues par la société, ne sont pas signifiantes pour la société et les citoyens qui la constituent. Donc certaines sont perçues comme différences, et parmi ces différences, certaines sont considérées comme des inégalités. À partir de quand une différence est-elle conçue, appréhendée comme une inégalité? Eh bien, à partir du moment où elle permet de valoriser, de dévaloriser les uns par rapport aux autres sur une échelle de valeur qui est plutôt prégnante dans nos sociétés. Par exemple, imaginez que vous viviez dans un milieu de publicitaire dans lequel une des valeurs fortes est bien sûr la créativité. Entre deux citoyens publicitaires, certains vont être davantage valorisés que d'autres parce que beaucoup plus créatifs. Cette créativité peut être liée simplement, ou en tout cas on peut imaginer, on peut faire l'hypothèse que cette créativité peut être liée au fonctionnement cérébral de l'un ou de l'autre, ce plus de créativité, mais on peut aussi se poser la question de si certains ont une meilleure hygiène de vie qui est davantage favorable donc à leur bon fonctionnement corporel et notamment cérébral, ou si encore certains prennent des dopants, des stimulants, de manière donc à être beaucoup plus créatifs. Autrement dit, à partir du moment où une différence existe, elle peut avoir pour origine une multitude de facteurs. Il peut y avoir donc des facteurs biologiques, et j'ai d'abord parlé, première hypothèse, du fonctionnement cérébral spécifique. Elle peut être liée à
Une influence de la société sur le corps, sur le biologique, sur la nature. Et là, en l'occurrence, j'ai parlé d'un mode de vie avec une alimentation, une hygiène, un rythme de sommeil plutôt favorable à un bon fonctionnement cérébral ou pas. Et donc là, on voit une influence sociale évidente sur la capacité à être créatif. Et puis, troisième hypothèse, une volonté de réellement stimuler la créativité en elle-même par des produits qui sont créés, inventés, vendus à l'intérieur de la société pour ce faire, et donc un certain nombre de stimulants et dopants. Là encore, on voit qu'il s'agit plus que simplement d'un mode de vie, mais d'un choix d'investir financièrement dans un certain nombre de substances pour être à la hauteur de ce que peuvent attendre les meilleurs de ce monde de la publicité, où il est important, très important d'être créatif. Bien. Donc on voit que toutes les différences ne sont pas des inégalités. L'inégalité n'existe qu'à partir du moment où il y a un système de valeurs qui valorise et dévalorise. Et ensuite, toutes les inégalités ne sont pas sociales. Certaines peuvent avoir des causes biologiques, certaines peuvent avoir des causes sociales, et certaines peuvent même relever du choix de l'individu. Et donc les trois exemples correspondent donc à ces trois options. Il est bien sûr possible qu'il y ait une différence à la fois biologique, qu'il y ait une différence de mode de vie, et que dans le même temps, il y ait également une différence en termes de choix de l'individu concernant sa créativité. Bien, donc l'inégalité est la marque spécifique d'une différence parce qu'elle est dévalorisante pour certains et peut relever donc d'une forme d'injustice quand elle ne permet plus d'accéder à un certain nombre de ressources qui sont censées être communes ou qu'elle ne permet plus d'accéder à un certain nombre d'opportunités qui semblent devoir être le lot commun du point de vue de la société et de ce qu'elle estime être l'égalité des chances. À quelles conditions une différence peut être qualifiée d'inégalité sociale à partir du moment où elle est le fruit du fonctionnement social? Le fruit du fonctionnement social peut être de plusieurs sortes. Il peut y avoir par exemple des conditions d'existence imposées. Donc ce n'est pas le choix des individus que de vivre dans un immeuble dans lequel le bâti a été construit avec un nombre de matériaux qui sont défavorables à la santé. L'individu et les familles peuvent ne pas le savoir même. Donc là, ce sont des conditions d'existence et c'est quelque chose qui leur est imposé de l'extérieur. Il peut y avoir des modes de vie qui sont davantage liés à une conformation du comportement de l'individu au comportement qu'il observe du milieu social qui l'environne ou des milieux sociaux qu'il fréquente. Et dans ce cadre-là, il peut prendre des habitudes alimentaires, des habitudes de consommation diverses et variées qui sont plus ou moins favorables à sa bonne santé. Voilà, il y a des milieux où on fume davantage que d'autres, des milieux où on boit davantage que d'autres, des milieux où on mange plus gras que d'autres. Et ça peut avoir des effets sur les questions de santé. Donc, il s'agit plutôt de là d'un comportement par conformisme, par habituation, par accoutumance. On est né dans un milieu, on a tendance à se comporter comme le milieu dans lequel on est né, ou les milieux qu'on fréquente et auxquels on est habitué. Mais ceci dit, la possibilité d'un libre arbitre existe, et là encore donc, il y a un troisième niveau de causalité très important, celui qui donc dépend de l'individu et de son libre choix. Un individu peut décider de ne pas se conformer à son milieu et d'établir un autre mode de vie qui lui-même, de toute manière, quoi qu'il arrive, aura un impact sur son état de santé. Voilà, donc l'influence existe toujours, l'influence du mode de vie. Et en même temps, cette influence n'est pas toujours sociale, elle peut relever davantage de l'individu, de son libre arbitre, davantage de la société par accoutumance ou par habituation, mais aussi de la société parce qu'elle impose un certain nombre de conditions d'existence auxquelles les individus ne peuvent pas, sur lesquelles les individus ne peuvent pas faire fonctionner leur réflexivité et opérer des choix simplement parce qu'ils n'ont pas les informations, par exemple. Voilà. Donc l'inégalité sociale, c'est quand la société
influence et que cette influence a des conséquences sur l'accès aux opportunités, l'accès aux ressources, etc. Voilà, je vous laisse réfléchir à la question des différences fondées sur le talent et l'effort peuvent-elles constituer des inégalités sociales. On voit bien que là, l'enjeu est un enjeu critique d'une position politique libérale. Les arguments vont dans un sens et vont dans l'autre. Bien sûr, il est important que les individus développent leur talent et fassent des efforts. Et s'ils ne faisaient pas ça, probablement que la société serait beaucoup moins développée, beaucoup moins riche, nos conditions d'existence bien moindres, bien plus désavantageuses. Mais en même temps, à trop valoriser les différences individuelles, on finit par créer des écarts financiers, des écarts de revenus entre les individus, des écarts de patrimoine qui peuvent sembler majeurs et sur lesquels on peut poser une question. Par exemple, voilà, est-ce que ce que peut toucher un grand footballeur mensuellement est acceptable aujourd'hui dans nos sociétés où un certain nombre d'autres individus n'ont même pas accès à un logement. Voilà. Donc on voit bien que quelle que soit la façon dont on prend le problème, des arguments sont en faveur les uns de la première position ou de la deuxième position, mais la question de la justice se pose dans les deux cas. Bien, comment objective-t-on les inégalités sociales ? Pour objectiver des inégalités sociales, il y a deux façons de travailler au niveau des populations. Première manière d'interroger le phénomène, on peut essayer d'établir comment sont répartis les ressources, les avantages, ce qui est important du point de vue de notre société, en fonction des milieux sociaux, en fonction des catégories socio-professionnelles, en fonction des métiers, en fonction des sexes, en fonction des âges, etc. Et donc, pouvoir mesurer une répartition différenciée. L'autre façon de travailler sur les inégalités sociales est plutôt d'essayer de comprendre comment elles fondent, comment elles se construisent dans le temps, comment elles peuvent se transmettre de génération en génération. Autrement dit, c'est plutôt une fonction là très sociologique, une analyse de type sociologique, alors que la première est davantage de type épidémiologique, en tout cas pour ce qui concerne les questions de santé. Donc, ces modalités sociales de la construction des inégalités peuvent être compris aisément avec la fable bien connue de La Fontaine, La cigale et la fourmi, où la fourmi est particulièrement travailleuse, laborieuse, et va donc tout faire pour épargner, stocker et pouvoir faire face donc à la saison froide. Et de l'autre, deuxième personnage, donc la cigale, qui elle, au contraire, est dans plutôt une philosophie de profiter de la vie à l'instant présent, sans trop s'inquiéter du futur, mais avec donc un comportement un comportement de dépense très peu rationnel en fonction de ses besoins. Voilà. Et là, on voit bien que peuvent se poser des questions de construction des inégalités. Un individu ne choisit pas dans quelle famille il est né. Il peut naître dans une famille de fourmis qui transmettent du patrimoine de génération en génération et qui peuvent arriver à développer, à accroître le patrimoine et à enrichir la famille. Mais le même individu aurait pu naître dans une famille de cigales et avec, au décès de ses parents, des dettes à rembourser du fait même de la vie qu'ont menée ses parents. Bien. Est-ce qu'on est à égalité ? En termes de patrimoine, probablement pas. Et est-ce que c'est juste ? C'est une vraie question.
Et là, on voit bien que la construction des inégalités sociales n'est pas seulement le fait d'une responsabilité individuelle, mais aussi le fait de responsabilités collectives, des collectifs qui peuvent être des familles, des collectifs qui peuvent être des villages, des collectifs qui peuvent être des clans, des collectifs qui peuvent être des associations, des fondations, une société, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette transmission de certain nombre d'avantages et de ressources n'est pas la même pour tous, même dans une société qui prône l'égalité. Voilà. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir comment se construisent ces inégalités pour pouvoir donc distinguer ce qui relève de la responsabilité de l'individu de ce qui relève de la responsabilité du collectif ou de la société. Et à partir du moment où on pense une responsabilité au niveau individuel, collective ou sociétal, alors effectivement la question des inégalités ou de la justice peut se poser. Bien, donc cet enseignement vient percuter une question tout à fait d'actualité pour ce qui nous concerne aujourd'hui en France. En effet, le système de protection sociale est globalement plutôt réaménagé depuis une bonne dizaine d'années, avec un certain nombre de soins qui ne sont plus remboursés, de médicaments qui ne sont plus remboursés, des médicaments qui ne le sont toujours pas et qui ne l'ont jamais été, un certain nombre de soins également, et puis on va dire des inquiétudes quant au financement de ce système de protection sociale, financement en grande partie reposant sur l'imposition. Bien. Donc se posent des grandes questions, le débat politique est extrêmement important, la polémique est forte, et vous avez constaté que plusieurs gouvernements viennent de se succéder, certains valorisant davantage une solidarité collective, et donc un renforcement de la sécurité sociale, et d'autres, au contraire, valorisant davantage la responsabilité individuelle, et donc mettant en avant l'importance de l'assurance individuelle, et donc du fait d'épargner pour soi-même. Voilà, et donc certains mettent l'accent sur la responsabilité collective, la solidarité collective, et d'autres davantage sur l'individu. Dans les deux cas, il y a des arguments en faveur, on va dire, d'une justice, d'une position juste, et en faveur d'une position injuste. Par exemple, si vous analysez la solidarité collective, il est toujours envisageable d'estimer qu'à partir d'un moment où un individu se comporte de manière irresponsable, et malgré plusieurs explications, plusieurs temps d'éducation, plusieurs sanctions, l'individu persiste dans son comportement qui lui suppose donc que le collectif dépense beaucoup de ressources pour le maintenir en santé. Voilà, est-ce juste pour le collectif? Est-ce juste pour l'individu? Et en même temps, il y a des individus qui ne peuvent pas produire suffisamment de richesse et qui parce qu'en raison de leur état de santé très délétère, et voilà, est-ce qu'il ne serait pas injuste de ne pas les soutenir alors que ce sont des citoyens à part entière? Bon, vous voyez donc bien que la question de la solidarité et la question de la responsabilité sont des questions difficiles à trancher de manière univoque. Sachez que ce débat date depuis plusieurs siècles, que une première position extrêmement claire a été celle d'Adam Smith, qui est un économiste et qui a écrit l'ouvrage Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, voilà, paru en première édition en 1776 en anglais. Adam Smith était britannique. C'est Adam Smith qui tient la position philosophique bien connue de la main invisible, avec l'idée que sur le marché, les intérêts individuels de chacun se rencontrent et que cela établit une régulation entre l'offre et la demande, et que donc c'est une régulation par le marché. Du point de vue d'Adam Smith, le fait que ce ne soit pas, on va dire, un pouvoir central comme un gouvernement ou une royauté qui interviennent est beaucoup plus juste qu'au contraire une des politiques qui viennent imposer des normes et des contraintes à un marché économique. Donc du point de vue d'Adam Smith, le fait que les individus soient en compétition sur le marché est justice. Et à l'inverse,
Émile Durkheim, qui est un des fondateurs, des pères fondateurs de la sociologie, lui a prôné la thèse inverse et a tenu donc des positions politiques inverses puisqu'il était parlementaire. Son ouvrage phare en la matière et qui explicite son point de vue est intitulé De la division du travail social. C'est la thèse qu'il a présentée à la faculté de lettres de Paris en 1893, donc 50 ans après l'ouvrage célèbre d'Adam Smith, où il explique que si on veut qu'une société puisse tenir un fonctionnement pérenne, ne pas imploser sous le fait de la guerre civile, et là il y a la grande inquiétude de la Révolution française qui est encore là et qui imprègne les imaginaires, et notamment celui d'Émile Durkheim, il faut que le sentiment de justice soit prégnant dans cette société, même si des formes d'injustice peuvent être constatées, que la société semble suffisamment juste pour que les citoyens y adhèrent et donc ne la détruisent pas. Et pour Émile Durkheim, ce qui fait qu'une société peut sembler suffisamment juste, c'est justement ce partage des richesses, c'est justement cette solidarité. Donc pour lui, le fait même qu'une société et qu'un marché puisse exister, un marché économique puisse exister, suppose une stabilité des sociétés, et cette stabilité des sociétés repose sur une forme de solidarité. Voilà donc la position d'Émile Durkheim, qui a été une des positions philosophiques qui sont à l'origine de ce qu'on a bâti un siècle plus tard et qui a été donc dénommé la sécurité sociale. Bien, donc ce débat qui fait polémique aujourd'hui sur comment réaménager notre système de protection sociale autour d'une justice, on va dire, qui serait actualisée à la société contemporaine, voilà, est un élément majeur constitutif de nos politiques. Mais vous voyez bien que donc discuter de qu'est-ce qui fait égalité, qu'est-ce qui fait inégalité, et jusqu'à où une égalité est acceptable ou pas, et avec quels arguments, voilà. Donc ce n'est pas seulement penser la sécurité sociale, c'est penser la société dans son ensemble. Bien. Alors petit récapitulatif, et on va reprendre un exemple. On va revenir donc sur la notion de différence. Donc la différence, petite définition, est une distinction établie par comparaison entre deux êtres ou deux choses, et selon des critères préétablis. Donc commentaire de cette définition, une différence donc suppose trois choses à minima. 1. Qu'il y ait comparaison, que cette comparaison, donc un acte de comparaison, s'il n'y a pas l'acte de comparaison, on est dans ce qu'on a appelé tout à l'heure l'indifférence. L'indifférence suppose pas que la différence n'existe pas, mais cette différence étant indifférente, elle n'est pas perçue, elle n'est pas signifiante, et donc du point de vue de la société, elle n'existe pas. Ça n'empêcherait pas un scientifique de la mesurer s'il le souhaitait. Deuxièmement, au-delà de ce premier acte de comparaison, faut-il pouvoir établir une distinction, et cette distinction donc s'établit à partir de critères. Les critères donc sont des échelles, sont constitués sur une échelle de valeurs qui permet de distinguer ce qui est important à observer de ce qui ne l'est pas, ce qui va rester indifférent de ce qui va devenir signifiant. Donc les critères préétablis sont constitués sur l'échelle de valeurs qui valorise ou qui dévalorise un certain nombre d'éléments du réel. Voilà, et cette distinction non seulement est établie à partir d'un outil qui rassemble l'ensemble des critères préétablis, mais elle est aussi établie bien sûr par un acteur ou par un ensemble d'acteurs. Et donc c'est le troisième élément nécessaire à la constitution d'une différence, des acteurs sociaux qui se mettent d'accord pour comparer un certain nombre d'êtres ou un certain nombre de choses, et cela avec des critères préétablis. Autrement dit, la différence, elle existe parce qu'elle est socialement construite. La différence peut être naturelle et ou socialement construite. Elle peut être naturelle parce qu'elle peut exister même si elle est indifférente et donc elle n'est pas signifiante, elle n'intéresse personne, elle n'intéresse aucun acteur social, aucun collectif.
Mais cette différence donc peut exister naturellement, effectivement, tous les arbres ne sont pas les mêmes, toutes les pelouses ne sont pas du même vert, etc. etc. Et ça peut avoir du sens pour quelques milieux sociaux comme les paysagistes, et en même temps être assez indifférent à un certain nombre d'autres citoyens. Elle peut être donc socialement construite dès que les paysagistes utilisent des savoirs produits, des engrais, des manières de faire bouture, etc. Donc un ensemble de ressources à disposition dans notre société pour modifier la nature. À partir de ce moment-là, la différence, même si elle est observée au niveau de la nature, est socialement construite. Bien, donc une différence peut être naturelle. Très couramment, elle est rarement seulement naturelle, seulement biologique, seulement liée au hasard. La plupart du temps, il y a une influence sociale. Cette différence peut être valorisée ou non, ou ne pas être remarquée. Donc voilà, c'est une différence qui peut être ou pas passée à l'aune des critères préétablis et des outils de mesure, des échelles de valeur. Et une fois qu'une différence est valorisée, qu'elle existe aux yeux de la société, elle peut être donc valorisée positivement, négativement, en fonction donc de l'échelle de valeur. Les inégalités sociales. Alors, les inégalités sociales reposent sur un certain nombre de dimensions. Tout d'abord, l'inégalité sociale, elle est liée, donc on se l'est dit, à une différence qui est constatée par les acteurs sociaux, au moins par une partie d'entre eux, au fait qu'il y a des outils pour établir cette comparaison, cette distinction, et donc un outil de mesure de critères qui lui correspond à une échelle de valeur, et une échelle de valeur qui permet de valoriser positivement ou négativement. Donc l'inégalité sociale repose sur tout ça. L'inégalité sociale est aussi caractérisée, deuxième dimension, par le fait qu'elle a des conséquences. C'est à cela qu'on reconnaît qu'il s'agit d'une inégalité sociale et qu'elle n'est pas seulement une différence socialement construite. Une inégalité sociale devient inégalité parce qu'elle a pour conséquence un accès différencié à certains avantages ou désavantages sociaux, à certaines ressources qui sont rares ou valorisées. Voilà, donc c'est parce qu'il y a des conséquences qui sont défavorables à une part de la population ou à certains individus qu'on parle d'inégalité sociale. De manière générale, les inégalités sociales sont historiquement et socialement construites. Et parce que elles sont fondées sur cette hiérarchie des individus en fonction des valeurs et des normes établies par la société ou le milieu social. Autrement dit, à partir du moment où il y a un système de valeurs, un système de normes, de manière corollaire, se construisent des inégalités sociales, certains étant mieux traités que d'autres, en fonction du système de valeurs. Les systèmes de valeurs étant amenés à évoluer, à changer, à se transformer, la société change, on ne peut que le constater aujourd'hui, les inégalités sociales vont aussi varier. Et donc, elles peuvent ne pas toujours concerner les mêmes, même si elles peuvent se transmettre, mais elles peuvent aussi ne pas toujours concerner les mêmes, ou pas toujours de la même manière, ou pas toujours avec la même durée, ou pas toujours avec la même intensité, etc. etc. Alors, un certain nombre de questions peuvent se poser. Maintenant que ces 4 points constituant la définition des inégalités sociales sont posés, est-ce que toute inégalité socialement construite est nécessairement injuste? Est-ce que c'est si simple que ça? Est-ce qu'il ne faut pas un minimum d'inégalité dans une société pour qu'elle puisse fonctionner, pour qu'elle puisse être efficace? Et donc, est-ce qu'il est aussi possible de penser une société dans laquelle il n'y aurait pas de différence? Est-ce que ça a du sens? Ou bien, faut-il fonder un raisonnement pour gouverner qui soit articulé à ces différences
à ces différences qui font sens dans la société, qui prennent des valeurs positives ou négatives, et avec lesquelles il va falloir faire, puisque toute société, dévalorisant une partie de ses citoyens, donc génère certaines formes d'exclusion, et en tout cas d'inégalité. Voilà. Est-ce qu'il faut penser en termes d'égalité, ou bien faut-il penser en termes d'équité ? Derrière le raisonnement en termes d'équité, l'idée n'est plus de traiter tout le monde à égalité, mais tout le monde en fonction de ses besoins spécifiques. Autrement dit, c'est un raisonnement qui est d'abord fondé sur la différence. La différence qui peut être ou pas pensée en termes d'inégalité, mais en tout cas une différence qui existe. Tous les individus n'ont pas même les mêmes besoins en termes de soutien scolaire suivant le capital culturel de leur famille ou de leur milieu social. Tous les individus n'ont pas besoin des mêmes soutiens en santé en fonction du patrimoine génétique transmis, etc. etc. Donc, il y a eu un certain nombre d'auteurs qui ont travaillé ces questions de la justice. Nous allons y revenir dans quelques diapos. Tout d'abord, on va essayer d'abord de se donner une représentation des différentes formes des inégalités. Elles peuvent être extrêmement variées dans nos sociétés. Les différences qui peuvent être qualifiées d'inégalités sociales peuvent être des différences de conditions d'existence, des différences de rôles sociaux, des rôles sociaux que vous avez ou pas l'opportunité de pouvoir endosser, des statuts, des différences de pouvoir, de prestige, des différences de revenus, de patrimoine, des différences de culture générale, etc. Toutes celles-ci, toutes ces différences peuvent être socialement construites et peuvent être, suivant l'échelle de valeur prise en compte pour comparer, peuvent être considérées comme des inégalités. Les inégalités sociales, donc couramment comprises comme telles dans notre société, sont des inégalités de revenus, de patrimoine, de genre, de classe, de groupes sociaux, d'âge, d'accès aux soins, d'accès au logement, etc. et font couramment, mais pas systématiquement, l'objet de politiques publiques. Autrement dit, notre société est en train d'essayer de travailler sur elle-même pour être le plus juste possible et pour se donner donc la possibilité aussi de perdurer dans le temps. Les inégalités sociales, donc du fait même de ce travail des sociétés sur elles-mêmes et du fait que constamment elles sont en réaménagement, elles changent de dispositif, elles changent les politiques publiques, elles modifient les formations des acteurs amenés à mettre en œuvre les dispositifs pour la régulation sociale, etc. Donc toutes ces inégalités sociales donc, sont en constant changement. Elles sont interactives au sens où elles ont des effets et des influences les unes sur les autres. Et enfin, elles sont cumulatives très couramment. Il arrive que dans certains milieux sociaux, les inégalités en termes de patrimoine s'accumulent avec des inégalités en termes de capital culturel, avec des inégalités en termes de santé. Une théorie sociologique, mais aussi une théorie philosophique, ou on va même dire des théories qui essayent de travailler ensemble ces inégalités sont qualifiées des théories de l'intersectionnalité, qui sont très en vogue à l'époque contemporaine, et elles focalisent essentiellement sur trois grands items, trois grands critères de distinction, de différenciation et de production d'inégalités, que sont la classe, le genre et la race. Je dis la race non pas au sens où je pense que la race existe, scientifiquement il est prouvé que les races n'existent pas, etc., mais plutôt parce que effectivement c'est bien à travers la question du racisme que sont produites des inégalités sociales, et donc à travers la question de la race qu'est pensée donc la production des inégalités. Bien. Eh bien, nous allons pouvoir passer au deuxième cours, ou au deuxième temps de ce cours, donc un temps qui consiste à traiter de la question des inégalités sociales de santé, donc à focaliser l'ensemble des concepts que l'on vient de voir dans une analyse qui portera sur la santé.